Alors, bonjour Anne Sinclair, vous êtes Bonjour. journaliste, autrice. Vous avez notamment écrit en 2012, et c'est important, 21 rue de la Boétie, qui retrace l'épopée de votre famille maternelle, et notamment de votre grand-père, le marchand d'art Paul Rosenberg, pardon. Et nous parlons aujourd'hui de votre essai La rafle des notables, qui est paru en 2020 chez Bernard Grasset, et où vous vous attachez cette fois à l'histoire de votre famille paternelle, dont vous dites qu'elle vous a longtemps hanté, et vous désirez tout particulièrement élucider l'arrestation, l'internement, l'évasion de votre grand-père paternel, Léon Schwartz, entre décembre 1941 et mars 1942. Et à cette occasion, vous faites la lumière sur un événement qui est assez peu connu de l'occupation allemande en France, donc assez méconnu hormis des spécialistes. Et est-ce que vous pouvez déjà, en guise de première question, nous expliquer ce qui fait pour vous la singularité de cette rafle du 12 décembre, dite donc rafle des notables, et du camp de Compiègne où les Juifs qui ont été arrêtés ont été envoyés? En fait, c'est en faisant des recherches sur ce qui était advenu à mon grand-père, que j'ignorais totalement, que j'ai découvert le destin collectif de tous ces notables tels qu'ils ont été désignés et que j'ai voulu raconter cette histoire, au fond, pour leur redonner une existence et une vie. Cette rafle, elle a été à plusieurs titres tout à fait singulière. D'abord, c'est une des premières. En fait, elle était la troisième, mais c'était assez tôt dans l'année 40, enfin, assez tôt dans l'occupation, en décembre 41, comme vous l'avez dit. Ensuite, elle a fourni le premier convoi à destination d'Auschwitz. C'est la première fois à travers cette rafle que des Juifs ont été déportés vers les camps de la mort. Troisièmement, elle a concerné ce qu'on appelait des notables, c'est-à-dire, disons, des gens, c'est vrai, certains étaient puissants, existaient dans la société française, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de mon grand-père, qui était un commerçant, mais en gros, c'était des gens qui étaient parfaitement assimilés, insérés dans la société française depuis des siècles, et donc, l'objectif des Allemands était bien de montrer que nul ne pouvait être à l'abri et que, quel que soit le statut qu'on avait dans une société, bien même si l'on était extrêmement assimilé et intégré, eh bien on était d'abord juif et donc destiné à l'arrestation puis à la déportation. Et enfin, quatrième raison, c'est l'internement dans un camp à Compiègne, qui est à 1 heure de Paris, et qui était un vrai camp nazi en France. Et nazi, c'est-à-dire il n'y avait pas de chambre à gaz et pas de four crématoire, ni de torture, mais il y avait une lente extermination par la faim, par le froid, par la vermine, par les mauvais traitements, il y en a une cinquantaine, une soixantaine qui sont morts avant même qu'ils soient déportés vers Auschwitz. Donc, toutes ces raisons-là m'ont fait m'intéresser à cette rafle qui, au fond, a été un peu, sinon oubliée, du moins on en a moins parlé que de la rafle du Veldiv, qui est au fond la Mhm. rafle des rafles, comme Auschwitz c'est devenu le camp des camps. Et donc, il y a toujours un événement qui est plus emblématique que les autres, mais là, je voulais redonner de la vie à celui-là parce que je l'ignorais et beaucoup de gens avec moi. Et vous avez finalement, enfin, c'est ce qui rend votre récit tellement précieux et à la fois lancinant, c'est votre grand-père, il reste bien sûr la toile de fond, mais vous avez finalement assez peu d'éléments précis sur sa propre Exactement. expérience et vous décidez de faire, comme vous dites dans cette expression très belle, de redonner de la chair aux disparus. Et c'est ce qui tisse en fait le livre, c'est de redonner la parole en vous appuyant sur les journaux de déportés principalement. Oui, en fait, mon grand-père, je voudrais pas dire que c'est un prétexte, mais disons, c'est une ombre qui passe. C'est au fond un révélateur sur lequel j'ai extrêmement peu de documents parce que pour des raisons X, je sais pas, ça s'est pas transmis, en tout cas jusqu'à moi. Et c'est au fond pour tous ceux qui l'ont accompagné que je voulais
porter témoignage. Et j'ai porté témoignage, je n'ai rien inventé, je ne suis ni historienne, ni chercheuse, je suis journaliste. Et en l'occurrence, même si j'étais impliquée dans ce récit, je l'ai puisé aux meilleures sources, c'est-à-dire toutes celles qui sont publiées notamment par le Mémorial de la Shoah et que Serge Klarsfeld a eu à cœur de publier, qui sont soit des journaux de déportés, soit qu'ils aient survécu, soit qu'ils aient laissé des traces et des papiers qu'on ait retrouvés. Euh, et, et, et au fond, j'ai au fond voulu être un peu le haut-parleur en me disant, et c'est ce que, en effet, Serge Klarsfeld avait eu la gentillesse de me dire quand je suis allée le voir, c'est que, en effet, tout ça est très connu des gens qui travaillent au Mémorial de la Shoah, des spécialistes, des quelques historiens comme Laurent Joly qui a fait l'histoire de Vichy et des Juifs, mais du grand public, on ne connaissait pas cette histoire et je me suis dit avec un peu de vanité, mais que si je la racontais, elle serait plus accessible que ceux qui ne se plongent pas dans les récits du mémorial de la Shoah. Et je suis plutôt heureuse, en effet, que déjà plus de 30 000 lecteurs les lus, malgré tous les problèmes qui ont été liés au confinement et qui fait que les librairies étaient fermées au moment précis où ce livre sortait. Mais c'est vrai, c'est simplement mettre à la disposition du grand public, et je cite mes sources très abondamment, et en permanence, ce n'est pas une quête personnelle qui m'a amené à tout ça, c'est j'ai collecté des éléments que je savais pour rendre ce récit fluide. Et d'ailleurs, on sent dans votre essai le souci de faire les rappels historiques nécessaires qui sont parfois battus en brèche par les révisionnistes. On pense notamment à ce mythe que les Juifs français ont été pris pour cible seulement après novembre 1942 ou que le régime de Vichy s'est érigé en bouclier des Juifs français par rapport aux Juifs étrangers. Et ça, vous rappelez bien aussi à l'appui de beaucoup de documentation que vous citez à chaque fois que ce n'est pas le cas, que les historiens ne s'accordent Oui, pas là-dessus. c'est une fable des révisionnistes et d'un polémiste qui reprend cette thèse. C'est une fable absolue. En l'occurrence, dans cette rafle, les Allemands ont été prépondérants, puisque c'est eux qui, un, l'ont organisé, deux, ont géré le camp, trois, ont déporté. Mais d'abord, il faut savoir que s'ils ont arrêté ces 743 personnes auxquels ils ont adjoint 300 juifs qui avaient été étrangers qui avaient été internés à Drancy, s'ils ont réussi à avoir les noms et les adresses, c'est grâce à un fichier juif qui avait été organisé voulu par les Allemands et organisé par Vichy au sein de la préfecture de police. Et donc un fichier qui s'appelait le fichier Tullard, qui avait 150 000 noms et qui a servi de base à cette rafle et à d'autres. Mais c'est vrai que dans cette rafle, le Vichy n'a pas été au centre, mais en tout cas, on voit bien, même là-dedans, que Vichy n'a pas à peine levé le petit doigt, à peine, alors que parmi ceux qui ont été arrêtés, il y avait un sénateur. Pierre Masse était un grand avocat, un grand ténor. Il avait été au cabinet de Clémenceau et il était sénateur de la République. Et donc, Vichy n'a rien fait, ni pour lui, ni pour d'autres ténors du barreau, ni pour le fils de Tristan Bernard, Jean-Jacques Bernard, ni pour plein d'autres qui étaient historiens, qui étaient chercheurs, qui étaient médecins, etc., qui étaient citoyens français. Et malgré ce que disait l'amiral Darlan, je ne veux pas qu'on embête mes vieux juifs français, bah, ils les ont laissés embêter avant de prendre leur part, comme on le sait, dans les rafles suivantes, et notamment dans la rafle du Veldiv, organisée par la Gestapo, mais avec le soutien des autorités de Vichy et la participation active de Bousquet et de Leguet, notamment, dans cette rafle. Donc, c'est une fable que tout le monde cherche à déconstruire et déconstruit, mais comme les fake news sont à la mode et ont la vie dure, c'est quelque chose qui se propage, mais Laurent Joly, par exemple, qui est un excellent historien de cette période, n'a cessé de combattre cet argument autant le nommer, d'Éric Zemmour notamment, qui est un mensonge absolu et une contre-vérité totale.
Ce qui est, donc vous vous rappelez qu'il y avait des grandes figures, des grands intellectuels français qui étaient internés à Compiègne. Vous les avez cités. D'ailleurs, les passages, enfin, parmi les passages très beaux du livre, c'est des moments de, mais non seulement chez certains d'entre eux, mais chez des anonymes dont l'histoire n'a pas vraiment retenu le nom, des moments de grandeur, de dévotion aux autres, de grande générosité. Donc ça vous tissez aussi cette histoire humaine à travers donc, les témoignages. Mais une autre singularité de ce camp, c'était, bon, il y avait certes une homogénéité sociale d'éducation entre le contingent juif français, mais ils étaient aussi dans un clivage très fort avec les 300 juifs étrangers qui étaient avec eux, qui ont été raflés en même temps. Et vous évoquez même une sorte de lutte des classes. Oui, que je mets entre guillemets parce Que que vous mettez en que c'est évidemment pas du tout à propos, mais au fond, c'était d'abord un clivage qui a été socio-économique, parce qu'il y avait des juifs étrangers qui venaient d'Allemagne, de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, et de l'Europe centrale où ils avaient été pourchassés et très maltraités, et qui avaient trouvé refuge en France avant que la France ne les interne. Euh, donc il y avait un premier clivage qui était celui-là, mais plus que ça, il y avait un clivage entre des juifs qui se considéraient, selon un mot que plus personne n'emploie aujourd'hui, sauf peut-être ceux qui ne connaissent pas bien le sujet ou les antisémites, c'est-à-dire le mot israélite. Ils se considéraient eux-mêmes comme des Israélites, c'est-à-dire des gens de religion juive ou liés au judaïsme, par d'une certaine manière, mais complètement assimilés, et surtout la plupart de ceux-là n'avaient plus aucun lien d'ailleurs avec le judaïsme. Souvent, ils avaient Hmm. épousé des femmes qui étaient goy. Souvent, ils n'étaient jamais retournés à la synagogue depuis, je sais pas, leur bar mitzvah, ou même pas du tout. Donc, ils ne comprenaient pas, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là. Ils étaient anciens combattants, ils étaient décorés de la Légion d'honneur, ils avaient fait la guerre certains de 70, d'autres de 14. Ils étaient intégrés à la société française. Il y avait le frère de Léon Blum, René Blum, qui fait partie de ces personnages absolument admirables dont vous parliez, s'est battu pour ses coreligionnaires, qui a été jeté vivant dans un four crématoire à son arrivée à Auschwitz, et qui a eu surtout le courage, alors qu'il était en tournée aux États-Unis, parce qu'il était directeur de ballet, des ballets de Monte-Carlo, de rentrer, alors avec naïveté sûrement, s'il avait su qu'il serait déporté, je ne pense pas qu'il l'aurait fait, mais il est rentré en disant, avec le nom que je porte et vu la famille dont je suis issue, on ne comprendrait pas que je ne partage pas le sort des Français. Donc il y avait donc des personnages très forts, d'autres qui ont laissé moins de traces, mais la plupart se considéraient d'abord comme français. Et il y a une phrase de Jean-Jacques Bernard qui est très étrange à relire aujourd'hui, qui dit je ne savais pas penser, comme mes camarades, nous ne savions pas penser, nous pensions comme des Français, nous ne savions pas penser comme juifs. Et c'est une phrase qui nous semble aujourd'hui tout à fait étrange, parce que d'abord, nous ne disons plus israélites, nous sommes juifs et français, français et juifs, et on revendique la multiplicité des identités, mais à l'époque, ceux qui arrivaient d'Europe centrale leur disait, mais on va vous expliquer. Nous, on a été victimes de pogroms, victimes de persécutions, victimes de mauvais traitements, victimes de discrimination, et c'est parce que vous êtes juifs. Et certains avaient beaucoup de mal à le comprendre. Ouais. Effectivement, même, enfin, peut-être en guise de dernière question ou de remarque, vous parlez d'un sentiment de culpabilité, un certain sentiment de culpabilité face à l'oubli, face à ce que vous appelez l'incuriosité, d'où l'importance d'ailleurs du devoir de mémoire que vous faites ici. Et est-ce que vous pensez que ça peut être là on a parfois dit que c'était un des avatars justement de l'identité juive qui est si difficile à définir? Oui, d'abord la culpabilité, ça m'est très facile. Donc, c'est un ressort qui, chez Justement. moi, marche très bien. Et donc, oui, ce que je trouve
très troublant, c'est qu'au fond, je m'étais contentée d'un récit qui disait ton grand-père a été arrêté et puis il a été transféré, parce que ça, bon, on le découvrira dans le livre, il a été transféré au Val-de-Grâce et de là, ma grand-mère a réussi à le faire sortir juste avant que certains de ses camarades qui avaient été aussi transférés au Val-de-Grâce ne soient remis à Compiègne et déportés à Auschwitz. Donc, je m'étais contentée de ce récit en me disant, bah, on n'a pas on n'a rien, on n'a pas de documents, on n'a pas grand-chose, et donc voilà. Et brutalement, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai écrit tout un livre sur l'autre partie de ma famille. Je précise au Oui. lecteur que je n'ai que deux grands-pères, donc on va s'arrêter là. Mais c'était toute l'autre partie de ma famille où j'ai dit, là, j'avais de la matière, et tout simplement parce que je n'ai pas de matière, je ne parlerai pas de ça. Alors, c'est pour ça que je me suis astreinte bah, d'abord avec l'aide d'un certain nombre de gens, dont une des premières à qui je tire mon chapeau, qui est Karen Tayeb, qui est responsable des archives au mémorial de la Shoah, et qui la première m'a dit, alors que moi je cherchais à Drancy la trace de mon grand-père, m'a dit, mais non, il a été à Compiègne et c'était dans la rave des notables. Et ça a déclenché chez moi bah, toute une recherche. Je suis allée à Compiègne, j'ignorais absolument tout. Enfin, j'avais vaguement le camp de Compiègne, mais j'en savais des fois plus sur Baudelaire-Rolland ou Pithiviers. Donc, c'est cette incuriosité, oui, qui me fait dire il faut poser des questions, il faut pas laisser les choses dans l'ombre. Et je suis pourtant d'une famille où il n'y avait pas de sujet tabou. Et donc, c'est très étrange pourquoi mon père, qui m'a raconté toute sa guerre à lui, puisqu'il était dans les Français libres au Proche-Orient, dans les troupes de Gaulle, ne m'a pas raconté ça. Et parce que je suis née après, mais surtout, c'est parce que je pense qu'il faut témoigner de ce qui est si difficile pour les gens de comprendre la singularité de la Shoah, qui est l'extermination industrielle volontaire d'une partie de la population mondiale, tout simplement parce qu'ils étaient différents et ils étaient juifs. Et ça, c'était pas au Moyen Âge, c'était ben, un peu avant ma naissance. Donc, c'est pas si vieux quand même. Voilà. Donc, oui, c'est la culpabilité certaine où je voulais, au fond, dire voilà, il faut poser des questions et c'est ce que j'ai voulu faire en même temps que quelques réponses. Eh ben, merci beaucoup de l'avoir fait et merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, ces quelques questions. Merci Laure.